Eh bien bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où on va parler de Nightmare Alley, donc le nouveau film de Guillermo del Toro, sorti cette semaine au cinéma, avec en tête d'affiche Bradley Cooper, Willem Dafoe ou encore Cate Blanchett et plein d'autres grands acteurs d'Hollywood. Oui, c'est le film qui, je pense, ramène le meilleur casting de toute l'année. Après bon, 2022 n'est pas fini, il vient à peine d'arriver. Mais c'est concrètement, je pense, l'un des meilleurs castings qu'on aura le droit cette année. Alors, non, Nightmare Alley, je confonds toujours avec American. Nightmare Alley, c'est un film noir, un film sombre, pas forcément d'horreur, mais un film noir comme ça se faisait dans les années 40, dans les années 50, qui est une adaptation justement d'un film de 1947. Et donc, d'habitude, j'aime pas l'ambiance des films noirs, je trouve ça, en fait, trop sombre en fait, et c'est pas le genre de film que j'apprécie. Cependant, Nightmare Alley, il est vraiment, vraiment, vraiment super cool. Et genre, quand je dis que je l'ai surkiffé, c'est le cas. Genre, j'ai vraiment kiffé Nightmare Alley pour son ambiance, euh, qui est une ambiance des fêtes foraines des années 30, années 40. Donc, assez, comment dire, ouais, c'est une ambiance assez particulière ou très coloré mais en même temps très sombre, vu que ça se passe surtout la nuit. Il y a beaucoup de jeux qui sont faits avec le feu, etc. Donc c'est une superbe ambiance que j'ai kiffé. Alors concrètement, ce que j'ai vraiment surkiffé dans Nightmare Alley, c'est sa première partie du film. C'est surtout son introduction et sa première partie. Après, j'ai quand même beaucoup moins apprécié. C'est rare que soit j'aime l'intégralité du film, soit j'aime pas l'intégralité du film. Mais là, c'est vraiment une partie que j'ai vraiment appréciée et une autre partie que j'ai pas envie de dire détesté, mais qui, voilà, m'a pas plus transcendé que ça, en fait. Donc, ouais, c'est la première partie du film, justement, une partie qui va se dérouler dans cette fameuse fête foraine assez sombre, mine de rien, où même l'ambiance de cette fête foraine, du film en général, mais surtout de cette fête foraine, elle est quand même super glauque et c'est assez dark, mais on reviendra dessus. Donc, je trouve la fin, elle se démarre complètement. Genre, c'est pas une fin que je m'y attendais. Je trouve ça relevait du génie dans sa toute dernière scène. C'était clairement du génie, quoi. Mais il y a, il y a le gros milieu du film, ouais, le milieu, voire la troisième, l'avant-dernière partie du film qui m'ont pas attiré parce que déjà il y avait beaucoup moins d'efforts de mise en scène parce que il y avait des décors qui vont beaucoup changer, on était plus dans quelque chose de luxueux qui n'avait plus rien à voir avec la fête foraine, etc. Donc déjà ça permettait moins de... C'est pas que la mise en scène était moins bonne à ce moment-là, c'est juste que les décors, l'environnement, l'ambiance de la deuxième, troisième partie de film n'était pas du tout la même et n'amenait pas forcément cette réflexion de mise en scène qu'il y avait dans la première partie. Donc c'est pas mauvais non plus, mais c'est ce qui m'a fait kiffer la première partie du film. Donc en vrai, ouais, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Visuellement, le film il est incroyable. C'est mon premier Guillermo del Toro que je vois. Enfin, il y a eu Pacific Rim, mais bon, c'est un peu un blockbuster, donc c'est pas dans la même lignée que Nightmare Alley. Mais ouais, il est visuellement, en fait, chaque plan est incroyable et travaillé pour être le plus visuel possible. En fait, un simple gros plan sur son visage, l'éclairage va être fait en sorte que ce soit beaucoup plus joli que ce qui se fait d'habitude, en fait. Et, euh, et ouais, tout est travaillé pour que ce soit plus joli, que ce soit agréable à regarder. Et on sent que Guillermo del Toro a vraiment fait un travail de ouf sur le film. Et c'est rare où vraiment je ressens ce côté de mettre à l'image la nature, des choses simples, hein, mais de les mettre jolies à l'image parce que il y a beaucoup de réalisateurs même qui vont rendre certaines scènes belles avec une belle réalisation, mais vont laisser de côté tout ce côté belle mise en scène dans les moments creux du film. Et là, Guillermo del Toro, il ne fait pas ça, c'est que vraiment sur l'intégralité du film. Et le dernier film que j'ai vu où c'était vraiment chaque plan était magnifique, c'était Nomadland de Chloé Zhao, qui elle aussi n'avait aucune, on va dire, scène qui se démarquait. Genre, Nomadland, c'est un film assez spécial scénaristiquement. Mais je vous invite à le voir justement parce que chaque plan est visuellement travaillé et magnifique, quoi. Donc euh, Guillermo del Toro a fait un taf de fou sur le film.
Donc surtout les plans de nuit, parce que c'est un film qui va se dérouler, j'ai envie de dire presque intégralement la nuit. C'est pas 100% le cas, mais ouais, il y a chaque plan qui se déroule la nuit a une originalité et une mise en scène incroyable. Alors je vais faire un petit parallèle avec Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, qui lui aussi était un film qui se déroulait tout le temps la nuit. Et bien le ciel, il était tout le temps de la même couleur, en fait, noir, avec des éclairages qui on va dire, ne se démarquaient pas. Euh, la colorimétrie, c'était toujours la même, il n'y avait pas forcément de contraste entre les personnages et la nuit, justement. Et Nightmare Alley, eh ben, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que même s'il fait nuit, le ciel, il y aura des dégradés de couleurs, la colorimétrie, elle est totalement différente. C'est-à-dire que tu vas avoir un ciel noir, un ciel bleu sur un autre moment, mais bleu marine, tu sais, genre la couleur, elle est pas pareille. Il y a des gros contrastes qui sont faits, ben, par exemple, la lumière de la lune, et tu auras ton personnage donc à contre-jour. Enfin, c'est les codes du film noir, j'ai envie de dire, mais là, la nuit, elle est beaucoup plus travaillée. C'est pareil, Guillermo del Toro va beaucoup jouer sur la nuit et le feu. Et ça va donner de super beaux plans. Et ben, pareil, ça se voit qu'il a tout travaillé. Donc les plans de nuit dans ce film sont juste incroyables. Et ça, c'est dans tout le film. Enfin, chaque plan est beau dans le film. Donc vraiment, c'est un film à voir pour ça. Sinon, j'ai trouvé le film vraiment glauque. Alors, c'est ni un point fort ni un point faible, mais c'est juste que vraiment, il a une ambiance assez sombre. Mais bon, c'est le but du film en fait. Euh, pour donner des exemples, voilà, chaque personnage qui sont bien travaillés, on en reparlera un petit peu plus tard des personnages, mais chaque personnage a un côté où la morale, elle est tout le temps, comment dire, ils ont une morale tous très douteuse. En fait, tu sais pas, tu sais qu'ils ont des mauvaises intentions, tu sais que c'est pas vraiment des bonnes personnes à côtoyer. Enfin, il y a du bon et du mauvais dans chacun des personnages, mais ils sont vraiment un côté malsain, vraiment un côté sombre. Pareil, le film est glauque parce que aussi il y a certaines scènes qui voilà, peuvent choquer. Il y a pas de restriction d'âge pour le film. Il y a quand même un avertissement et je trouve qu'une restriction d'âge, même moins de 12 ans, je pense que ça aurait fait le taf parce qu'il y a certaines choses qui sont vraiment dégueulasses. Genre, il y a des bébés, des fœtus dans du formol, mais genre, what the fuck, et il y en a plein. Et vraiment, Del Toro, il a insisté sur ce côté dégueulasse. Genre, par exemple, ces bébés, tu les vois 3 4 fois dans le film, même. Enfin, c'est tout le temps répété, c'est vraiment dégueulasse. Après, ça fait partie du genre, hein, ça fait partie du film noir et de l'ambiance du film qui est, perso, je trouve incroyable. Après, je comprends que certains, ils seront un peu, peut-être choqués de voir des trucs comme ça, et je le comprends tout à fait. Euh, mais ouais, et puis, il est glauque aussi parce que euh, présence d'alcool et de tabac, mais omniprésente, c'est-à-dire, je crois qu'il faudrait compter le nombre de temps dans le film où on voit les personnages fumer ou boire parce que vraiment c'est tout le temps et c'est vraiment omniprésent mais vraiment vraiment et pour que je le remarque ce genre de détail c'est que vraiment c'est tout le temps et ça rajoute je trouve que ça rajoute une ambiance un peu malsaine et glauque au film donc donc ça fait partie du truc. Maintenant, si je devais relever un défaut quand même à Nightmare Alley, c'est vraiment un gros problème de longueur. Alors j'en ai parlé à quelques personnes sur Instagram qui l'ont aussi vu et qui ont trouvé qu'il y avait des petites longueurs. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec ce côté petite longueur. Je trouve que vraiment, il y a eu des moments où c'était vraiment, mais vraiment long, surtout en milieu de film, et c'est expliqué par un changement d'ambiance qui était totalement différente. En fait, moi j'étais complètement accro au côté fête foraine, au côté foire un peu, comme je l'ai dit, tout ce côté des années 30, 40, fête foraine, ça j'avais surkiffé en fait en première partie de film. Et après est venue une autre période, on va dire, c'est 4 ans plus tard. Et là, le personnage, il est dans le luxe, il est dans la luxure. Et c'est des thèmes qu'on revoit et revoit et revoit plein de fois au cinéma. Et en plus, c'est pas forcément un thème qui va apporter euh, grand chose à faire à la réalisation. Alors, ça veut pas dire que c'est pas. Enfin, En fait, c'est ça, c'est qu'il y a moins de place pour la réalisation, même si elle est toujours au top, hein. C'est juste que
t'as forcément moins de matière et moins de choses à faire en termes de réalisation, je pense, avec ce côté luxure. Et, euh, et je trouve bah, que ce côté, les thématiques de la fête foraine et de l'illusionnisme, parce que l'illusionnisme a une grande part dans le film, et ben c'était quelque chose de fluide en fait. Et ça a ramené un dynamisme en fait au film qui était vraiment incroyable. Et justement, bah, j'aurais aimé voir beaucoup plus de scènes justement d'illusionnisme où tu vois comment fonctionnent les tours de magie, euh, quel est le génie en fait de la supercherie en fait. Parce que c'est vite fait abordé, mais c'est pas forcément l'intrigue principale du film, donc forcément que ils vont pas s'attarder dessus. Mais je pense que ça aurait été cool qu'on ait plus, ouais, qu'on ait plus de tout ça, de ce côté réflexion sur l'illusionnisme, sur comment il fait le tour de magie, comment est-ce qu'il a, par exemple, ouais, enfin, je vais pas spoiler dans ce moment, mais il y a certaines scènes qui sont assez cool par rapport à ça et j'aurais aimé en voir plus. Pareil, au niveau de la fin du film, qui apporte un gros rebondissement et qui va tout simplement redynamiser le film parce que c'était vraiment un moment où on se disait, bon, là, ça commence vraiment à être long. Et ben, la fin, elle arrive à redynamiser et franchement, ouais, je l'ai trouvé, ça relève. C'est du génie en fait. Euh, je le voyais pas du tout venir enfin, je peux pas le dire sans spoiler ce qui s'est passé, mais c'est vraiment génial et j'ai trouvé ça bah, super bien fait de la part de Guillermo del Toro d'avoir fait ça et de l'avoir fait comme ça parce que ça rebooste le film. Il y a un moment où, voilà, je pense les 30 dernières minutes, bah, elles passent mais si vite parce que bah, c'est bourré d'action. Là aussi, le côté action qui était très présent dans la bande-annonce bah, n'est pas en fait pas si présent que ça dans le film. On la voit surtout à la fin. Mais ceux qui ont vu la bande-annonce et qui s'attendent à quelque chose de très dynamique, de très film d'action, enfin film d'action où il y a des scènes d'action, et ben ne vous attendez pas à ça parce que c'est vraiment une grande minorité du film. Donc faut pas du tout s'attendre à ça. Et donc je vais rapidement venir sur le jeu d'acteur parce que ben, avec un casting aussi incroyable que dans ce film, t'es obligé d'en parler, je pense. Et donc bah au vu du casting, c'était un petit peu sûr. Et alors l'acteur qui m'a le plus choqué, on va dire, et dans le bon sens du terme, dans ce film, bon, c'est pas une grande surprise, c'est Willem Dafoe, donc qu'on a vu récemment bah, dans Spider-Man No Way Home, qui a repris son fameux rôle de bouffon vert, donc ça fait plaisir de revoir Willem Dafoe aussi au cinéma dans Nightmare Alley, surtout que là il avait pour le coup un vrai rôle qui le met vraiment, qui correspond vraiment à son, comment dire, à son jeu d'acteur. Je pense que c'est vraiment en fait l'acteur parfait pour ce rôle en fait. Il y a des moments où il fait flipper, il y a des moments où vraiment déjà son côté malsain, enfin ça c'est dans tous les personnages, hein, même le personnage principal a des côtés immoraux. Ouais, mais lui, Willem Dafoe, il y a certains moments, rien que dans son regard ou dans le dialogue, dans le discours qu'il apporte, tu te dis, mais en fait, c'est un gros taré, il fait super peur. Et en vrai, j'ai trouvé ça super cool. C'est pareil pour Kate Blanchett, alors ouais, elle arrive assez tard dans le film, mais elle a un rôle qui est assez simple, on va dire simple, mais elle le fait, comment dire, elle agrandit son rôle, elle l'embellit. Donc c'est un peu le rôle ouais, de la femme fatale, ouais, de la psychologue qui va écouter les patients, qui va faire analyser tout le monde, tout ce qu'elle croise. Et en vrai, non, je trouve que Kate Blanchett, c'était aussi un des points forts de ce film. Et puis bah, pour revenir sur le personnage principal, donc, qui s'appelle Dan, je crois, ou Bran, je sais plus son nom au personnage principal, mais en tout cas qui est joué par Bradley Cooper. Euh, Bah en fait Bradley Cooper, tu lui mets une clope à la bouche et un chapeau de cow-boy et puis il est parti quoi. Ça passe super bien dans ce rôle-là en fait. Donc non, en vrai c'était super cool. Les personnages, bah, ils sont super bien travaillés aussi, hein. Comme je l'ai dit, pour la plupart ils sont tous immoraux, tous complètement fêlés, mais ça fait partie de l'univers, ça fait partie du film noir, ça fait partie de l'ambiance et ils sont super bien interprétés, donc c'est cool. Donc maintenant, on est à 14 minutes 31 de vidéo et on est officiellement en partie spoiler. Donc, bah, ceux qui n'ont pas vu le film, eh ben, je vous invite à quitter la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la commenter pour me dire si vous allez voir le film. Et pour les autres, eh ben, restez parce qu'on va parler du film en partie spoiler et des choses que j'ai appréciées.
Et on va commencer donc par parler du personnage de Pete. Donc j'ai pas du tout le nom de l'acteur, je suis désolé, mais j'ai trouvé son personnage super attachant. Mais c'est dommage que on ne voit pas les remords, on va dire, ouais, parce que je pense qu'il y en a, hein, les remords du personnage de Bradley Cooper, parce que c'est quand même lui qui l'a tué, qui lui a donné l'alcool de bois, qui était un alcool à ne pas boire. Et franchement, tu sais que ça l'a touché d'avoir, entre guillemets, tué Pete, même s'il n'a pas forcément fait exprès. Mais dans le film, j'ai pas trouvé qu'il mettait en avant ce côté j'ai des remords, faut qu'on en parle, faut qu'on en discute. J'ai pas trouvé ce côté, genre vraiment, où tu le voyais pas souffrir de ça en fait. J'ai l'impression que la mort de Pete, elle est clairement mise de côté au bout d'un moment pour faire avancer l'intrigue. Alors c'est pas plus mal parce qu'il commençait à y avoir des grosses longueurs après. Mais ouais, c'est quand même dommage en fait que ce soit si vite effleuré que euh, on n'en parle plus au bout d'un moment et que il y ait eu entre guillemets aucun remords. Donc ouais, c'est assez dommage. C'est ensuite un truc que j'ai trouvé assez bizarre, c'est un petit peu une sorte d'incohérence que j'ai relevé, c'est sur le personnage de Bruno, donc qui est, on va dire, l'un des patrons de la fête foraine, qui en gros surprotège Marie, donc parce que il veut pas que elle soit mariée ou en couple avec quelqu'un et du coup il va la surprotéger, il va même frapper le personnage de Bradley Cooper à un moment dans le film. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il soit si protecteur, mais qu'il la laisse partir, qu'il la laisse faire sa vie sans rien dire. Je comprendrais qu'il la laisse partir, parce que il n'a pas trop le choix, mais qu'il ne dise rien, alors que 2 secondes avant, il avait mis une grosse droite au personnage de Bradley. Et qu'il dise rien, c'est un petit peu incohérent. Je sais pas si vous avez saisi ce que je veux dire par là, mais c'est assez incohérent, j'ai trouvé. Et donc pour la partie spoiler, on va rapidement terminer sur la fin, parce que j'ai quand même envie d'en parler, qui est une fin vraiment incroyable. Je crois que rares sont les films qui ont un dénouement aussi bon. Franchement, de tous ceux que j'ai vus depuis septembre, j'en ai pas trouvé qu'il y avait un super, comment dire, ouais, qui était aussi sympa en termes de fin. Alors la fin, elle est en 3 actes. Le premier acte, ça se situe donc dans le jardin du milliardaire, donc je crois qu'il s'appelle Ezra, on va l'appeler Ezra en tout cas, même si c'est pas forcément son nom, mais je crois que c'est ça. Donc ça se passe dans son jardin où Bradley et Marie vont faire croire que la femme d'Ezra va revenir entre guillemets d'entre les morts. Ils vont lui faire croire ça et il va capter entre guillemets la supercherie. Enfin, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais je vais pas tout raconter normalement parce que si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film. Donc, il a découvert la supercherie. Donc là, à partir de là, il y a pas mal de scènes d'action. Donc, ils vont se faire tirer dessus par le garde du corps. Ils vont fuir en voiture. Et c'est là où il y aura le moment assez gore et assez sanglant du film où voilà, il va tabasser Ezra, où il va clairement lui arracher le nez. Le garde du corps, c'est pareil, ils vont carrément lui rouler dessus. Enfin, c'est assez violent, on va dire. La deuxième partie du film, c'est quand Bradley va, enfin je l'appelle Bradley parce que j'ai pas le nom de ce personnage, mais ça vous l'aurez compris, va arriver chez la psy et va apprendre qu'il s'est fait arnaquer parce qu'elle aurait mis que des billets de 1 dollar alors que c'était des billets de 100 ou de 10, enfin je sais plus, mais elle aurait remplacé par des billets de moindre valeur et que du coup elle a arnaqué. C'est à partir de là où elle va essayer de faire croire qu'il est devenu fou en fait en l'enregistrant et en faisant une pseudo-analyse, enfin un pseudo-rendez-vous chez le psychologue. Et juste après ça, elle va lui tirer dessus, lui arracher une partie de l'oreille, enfin ça va être assez gore. Et il va y avoir toute une course-poursuite avec la police, etc. Il va se retrouver dans un train et il va partir. Et la troisième acte, qui est le meilleur acte, je pense, de cette fin, c'est quand il va trouver, on va dire, une fête foraine et il va tenter de se faire embaucher. Et là, il y a ce fameux coup de génie de, comme Willem Dafoe l'avait expliqué avant dans le film, il faut que tu refuses le job, que ensuite tu en reproposes un job qui sera évidemment aléatoire, que tu mettes de l'opium dans l'alcool, enfin tout ce que Willem Dafoe avait expliqué par rapport au personnage du crétin dans la première partie du film. Et là,
tout ça va se retourner contre le personnage de Bradley et au final, bah, tu vas te rendre compte que lui-même va devenir un crétin, entre guillemets, bah, la bête qu'ils vont exposer à la foire. En fait, j'ai trouvé ça mais tellement, tellement ingénieux, c'est tellement du génie que ouais, j'ai apprécié. Donc, ouais, je vous recommande quand même d'aller voir Nightmare Alley du coup au cinéma, sachant que bah, il a fait un score mais vraiment pourri au box-office américain, tout simplement bah, parce que le distributeur de Nightmare Alley, bah, c'est Disney, et Disney ont fait le choix de le sortir en même temps que Spider-Man No Way Home. Donc, résultat, donc c'est un film qui a coûté à peu près 60 millions d'euros de production, et il en a eu que 9 de bénéfices, enfin non, pas de bénéfices du coup, mais il en a recueilli que 9 millions, donc il n'a pas du tout remboursé sa production aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'en Europe et bah, dans le reste du monde, il faut vraiment aller voir ce film pour qu'il marche, parce que bah, c'est dommage pour les studios qui bah, se mettent à faire des films aussi intéressants et qui s'éloignent du modèle des blockbusters où voilà, on va mettre plein de budget dans des grands acteurs et on va faire un film d'action avec pas forcément un scénario travaillé, etc. Bah, c'est dommage qu'en fait ce genre de film passe à la trappe alors qu'ils sont super bons et que justement le grand public devrait aller voir ce film parce que clairement Nightmare Alley, je pense pas que ce soit un film qui va attirer beaucoup de monde par rapport bah, aux dessins animés de Disney qui font des entrées en salle hallucinantes. Pareil pour les films Marvel, hein, Spider-Man No Way Home, bah, on en parle toujours, mais c'est le troisième plus grand film en termes d'argent de tous les temps. Donc voilà, ce serait bien que le grand public commence à s'intéresser aussi sur ce genre de film. Donc c'est pourquoi je le conseille. Au niveau de la note, eh ben, je lui ai mis 9 sur 10 et je pense que c'est quand même mérité. Quoi qu'il méritait peut-être, je pense, subjectivement un peu de moins à cause de ces gros problèmes de longueur, mais je me suis servi du barème pour le noter. Du coup, ça m'a donné 9 sur 10 et c'est pas non plus abusé pour Nightmare Alley. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous savez ce qu'il faut faire, hein. Vous mettez le petit pouce bleu, vous commentez pour me dire votre avis sur le film si vous comptez aller le voir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. C'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle critique. Ciao.